Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va revenir sur la dernière étape de ce Paris-Nice 2022, de cette 80e édition. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette dernière étape, notamment Roglic, Yates, voilà, on fera également le bilan des Bleus et top et flop. Pour Tirreno, on fera un bilan complet de Tirreno certainement demain. Bon, il arrivera dans la soirée parce que je pense que ça sera une vidéo quand même de plus de 30 minutes sur Tirreno. On parlera des Bleus, on parlera des sprinteurs, des grimpeurs du côté de cette course en Italie. Et puis dans la semaine, on fera la présentation de Milan-San Remo. Il y a Pays Cholet de Loire également certainement qu'on va débriefer. Puis il y aura la présentation de la Formule 1 également, présentation du premier Grand Prix et débrief, je pense, des essais, mais un débrief assez rapide de ce qui s'est passé pendant les essais et présentation du premier Grand Prix de l'année. On va refaire des présentations de Grand Prix de F1, ce qu'on ne faisait plus ces derniers temps. Du côté de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite sur cette étape numéro 8. On n'a pas eu trop de pluie, ce qui était un peu la peur que j'avais hier soir pour les coureurs. Alors les conditions étaient quand même pas super, mais c'était pas trop dangereux dans le final, parce que moi je m'attendais plutôt à des seaux d'eau, et on sait que dans ce coin-là, qu'il y a des seaux d'eau, ça peut être très difficile. On a eu un beau spectacle malgré une domination de Jumbo aujourd'hui. Jumbo avait quand même bien préparé son affaire. Ils ont roulé très fort pendant toute la journée pour essayer d'éviter un maximum les attaques et de se mettre en difficulté, et ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'échappée aujourd'hui sur toute l'étape. Et on peut saluer donc ce gros travail de Jumbo. On a un beau vainqueur d'étape, un beau vainqueur sur cette course. Étape qui n'a pas déçu, en fait, comme souvent, du côté de Paris-Nice. Cette dernière étape, elle est toujours spectaculaire. Même si là, elle était, je pense, un peu moins spectaculaire que d'autres années. C'est sûr qu'il y a eu, je pense, moins de suspense pour la victoire finale sur ce Paris-Nice. Eh bien, c'est une étape qui n'a pas déçu. Et puis, on se souviendra également de cette édition 2022, de cette 80e édition, pour l'hécatombe de cette édition 2022. Alors, moi, j'enregistre, il est 17h16, c'est-à-dire sur Pro Cycling Stats, pour l'instant, j'ai que les 22 premiers de l'étape. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils seront pas plus de 60 à 65 à l'arrivée. Ils étaient 154 au départ, c'est-à-dire qu'en une semaine, on en a quand même perdu 100. C'est l'une des éditions où il y aura le moins de monde, avec l'édition remportée par Tony Martin, mais on avait eu des conditions exécrables. Notamment, il y avait une étape à Sofia Antipolis, la victoire de Di Gregorio était déroulée vraiment dans des conditions ignobles, et même la dernière étape, ça avait été des conditions catastrophiques tout le long de ce Paris-Nice. Ça doit être 2012-2013, la victoire de Tony Martin, j'ai plus la date en tête. Eh bien, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, j'ai 1 plus aujourd'hui, 2 plus moins, et puis un flop. Du côté de cette course, eh bien, pour moi, le bon bilan, le plus de cette journée, c'est Stefan Kung, le coureur de la Groupama FDJ. Alors autant la Groupama FDJ, à part le maillot à poids de Madouas, qui est quand même pas un maillot à poids si extraordinaire que ça quand même pour Valentin Madouas, ça s'est fait surtout sur des côtes de 2e, 3e catégorie. C'est vrai que dans les étapes les plus difficiles, Madouas n'a pas été très présent. Du côté de la Groupama, le bilan est quand même très mauvais sur cette course, mais Stefan Kung aujourd'hui a fait une belle étape. Il est plutôt en forme, ce qu'on avait vu notamment sur le contre-la-montre du côté de Montluçon. Et là, il finit dans le deuxième groupe, dans le peloton des poursuivants, donc à une 45 des leaders. C'est bien de la part de Stefan Kung. Il finit quand même 6e de l'étape, sur une étape avec 2500 mètres de dénivelé positif. Ça va lui donner des idées. Il grimpe pas si mal que ça, Stefan Kung. Je pense que beaucoup de gens ont l'impression comme ça que c'est un coureur qui n'est pas forcément le
le plus performant, le plus rapide. C'est un coureur qui grimpe vraiment pas mal, Stephen Kung. Moi, je me souviens du Tour de la Communauté de Valence l'année dernière. Il n'avait pas été ridicule sur l'arrivée en sommet de cette course. C'est pas un pur grimpeur, on va pas non plus se leurrer, mais dans une équipe, c'est je trouve un coureur qui est très intéressant si tu veux emmener un coureur sur un grand tour. Donc voilà, c'est intéressant. Petite déception du côté de chez Groupama, abandon de Gaudu. Je comprends pas pourquoi on l'a pas fait abandonner avant, si c'était pour le faire abandonner avant la dernière étape, mais au moins ils ont bien géré de ce côté-là, on va dire. Et puis Gaudu-Pinot, on va dire la guéguerre interne, Pinot prend un petit avantage par rapport à son Tirreno Adriatico qui a été plus intéressant. On continue donc avec les coureurs plus-moins, j'ai mis Quintana. Qui finit 14e de l'étape, il était dernier du sprint du peloton, on va dire. Bon, ça n'a pas été un Quintana exceptionnel sur ce Paris-Nice. Malgré tout, il prend la 5e place du général. Mais en fait, c'est une 5e place qui est frustrante parce qu'on se dit que malgré le fait qu'il ait complètement raté son contre-la-montre, qui pour moi il l'a pas fait à fond, qu'il n'a pas été incroyable et au-dessus du lot en montagne, il prend quand même la 5e place. Donc d'un côté c'est frustrant par rapport à ce Paris-Nice, de l'autre côté c'est quand même un peu rassurant pour le Tour de France ou pour la Vuelta, parce que peut-être que lui est plutôt programmé pour la Vuelta sur la suite de la saison. Parce que ça montre qu'il peut jouer la gagne s'il est au top de sa forme, ce qui n'était pas le cas là pendant cette course. Il pourra jouer la gagne, mais c'est vrai que Quintana, pendant toute la semaine, malgré sa 5e place, moi j'ai été une chouille déçu, mais je pense qu'il n'avait pas la condition physique qu'il a pu avoir à un moment pendant le Tour de la Provence notamment, où il était un peu meilleur. C'est un peu pareil pour Guillaume Martin, mais dont on parlera un peu après. On passe à Aurélien Paré-Peintre. Voilà, il finit dans le bon groupe aujourd'hui, Paré-Peintre. C'est dommage au niveau de la semaine, mais AG2R n'a pas été vraiment épargné non plus par les problèmes, notamment avec Ben O'Connor qui a dû abandonner alors qu'il était bien placé. C'était pas le leader de la course, c'était pas le leader de l'équipe, pardon. On attendait plutôt Ben O'Connor, Champoussin. Lui, il était un tour en dessous de ces mecs-là. Il finit dans le top 10, je crois, du général. Voilà, à 6,32 quand même. Au niveau du maillot blanc, non, c'est Almeida qui reste en tête du maillot blanc parce que les Knessoun ne reprend pas assez de points. De temps plutôt, mais du côté de Paré-Peintre, c'est quand même pas mal, je dirais pour le français. C'est plus-moins, voilà, parce que c'est pas mal en termes de place. Il finit 10e, il apporte quand même des points à G2R, mais il finit à 6,32, donc sur un Paris-Nice où il y a que 8 jours, 6,32 c'est quand même un gros écart, mais il finit devant des coureurs comme Leknessoun, McNulty. Également Pierre Latour, mais qui a eu quand même pas mal de problèmes aujourd'hui. Pierre Latour, mais voilà, Paré-Peintre, c'est plus-moins. Voilà, je veux dire, c'est une bonne étape aujourd'hui. Sur la semaine, il faut un peu plus relativiser sur sa semaine de compétition. C'est quand même un top 10. Voilà, donc c'est correct, on va dire. Du côté des flops, j'ai mis Pierre Latour, donc ce qui fait qu'au point JR, on repasse à -4. Je rappelle le point JR, quand je dis du bien de Jean-René Bernaudot, de l'équipe de Jean-René Bernaudot, je retire un point. Donc le score passe en négatif. Quand je dis du mal, le score passe en positif. C'est un truc qu'on a instauré en fin d'année dernière, parce qu'on s'est aperçu quand même assez vite que je disais toujours du mal de la Total Energy. Et cette année, c'est moins le cas. On fera peut-être un jour aussi le classement. Alors, soit Marie-Christelle Maury, du pire commentateur. Un jour, ça serait marrant de faire ça. Ou Nicolas G. Je ne sais pas comment le surnommer encore. Parce que Marie-Christelle Maury, sur les Jeux Olympiques, ça a quand même été grandiose au niveau du bobsleigh. Donc, du côté de Pierre Latour, la poisse, parce qu'il crève pas forcément au bon moment. Ça, c'est clair et net. Son dépannage, je trouve, a mis pas mal de temps aussi. Alors, certes, les routes étaient étroites, mais bon... Je pense que le changement de roue n'a pas été hyper rapide du côté de Total. Et puis après, de toute manière, je pense que la condition physique n'était pas exceptionnelle du côté de Pierre Latour. C'est-à-dire que il n'y avait pas des grandes jambes, quoi. Il avait du mal à suivre Burgodeau. Bon,
Je pense que voilà, Burgo 2 était vraiment obligé de l'attendre, donc je pense que la condition physique sur cette fin de course de la Tour était pas exceptionnelle. C'est vrai que dans les commentaires, on m'a dit est-ce qu'il ferait pas penser un petit peu à un Jérôme Coppel? Et c'est vrai que on pourrait se poser la question, parce que Jérôme Coppel, c'est un coureur qui avait des aptitudes en montagne, mais qui n'a jamais été très performant sur les grands tours. Et Pierre Latour, il a des aptitudes en vallonnée, plus qu'en montagne, puisque voilà. Des aptitudes en contre-la-montre aussi, comme l'autre coureur français, le coureur qui est passé notamment par... c'était Yam Cycling, notamment quand il était troisième des championnats du monde du contre-la-montre. Mais c'est vrai que par rapport à un Jérôme Coppel, la Tour, je pense qu'il y a des similitudes. Je pense aussi que Pierre Latour aujourd'hui en haute montagne, c'est plus la peine d'y compter. C'est con, c'est que du côté de chez Total, on l'avait un peu recruté pour ça. Je pense qu'en haute montagne, il a plus la capacité de lutter pour le général, et puis surtout même en termes de récupération, hein, il finit quand même très mal sa semaine. Le Tour de Suisse, il avait eu du mal aussi à finir l'année dernière. Je pense que voilà, même sur des courses d'une semaine, il a tendance à être en difficulté. Donc du côté de Pierre Latour, il fait des très bons chronos, il est pas mauvais sur les épreuves vallonnées. Après, sur les courses d'une semaine et sur les grands tours, j'ai plus de doutes, hein. Je vous avais dit hier, il avait raté son examen de passage, pas aujourd'hui. Il a rendu une copie catastrophique. Presque un hors-sujet, on pourrait dire. Et puis du côté de Guillaume Martin, également un flop. Pas les jambes du mois de février. Peut-être un peu de fatigue aussi du côté de Guillaume Martin, parce que contrairement à l'année dernière, où il rentre dans le top 10 de Paris-Nice, mais en faisant un Paris-Nice vraiment très bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à jeter. Là, cette année, il est encore dans le top 10. Par contre, Guillaume Martin était beaucoup plus discret sur son Paris-Nice. Moi, je n'ai pas été totalement convaincu par Guillaume Martin cette semaine. Pas convaincu non plus par la Cofidis, qui, je pense, a fait pas mal d'erreurs stratégiques sur quelques étapes. Et ça a pu coûter cher. Guillaume Martin, que ça soit en haute montagne ou voilà, je pense que les jambes n'étaient pas folles pour Guillaume, et c'est un peu dommage pour le Français, voilà, qui, je pense, avait beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition sur ce Paris-Nice. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Simon Yates. Simon Philippe Yates, même si on veut être très précis, parce que normalement il y a Philippe au milieu. Alors, ça dépend, parce que des fois ils le mettent, et puis sur le Giro par exemple, c'est Simon Yates tout court. Du côté de Simon Yates, ça a été une course très intéressante cette semaine. Il a fait une très bonne semaine, Simon Yates, malgré une équipe qui n'était pas folle autour de lui. Faut le dire, hein, Bike Exchange avait pas emmené une armada autour de Simon Yates. Il y avait très peu de coureurs pour l'entourer. On avait un peu plus privilégié les sprints du côté de Bike Exchange sur cette semaine. C'est un coureur qui reste assez surprenant quand même, Yates, parce qu'il est capable, voilà, de faire des semaines très intéressantes comme celle-là, et puis de se planter également complètement sur certaines courses. C'est un peu un coureur insaisissable, j'ai envie de dire. C'est un peu un caméléon. C'est-à-dire que des fois il peut être très bon, Simon Yates, et puis il peut être beaucoup moins performant. C'est pas un coureur très régulier, Simon Yates. Mais cette semaine, il a fait une bonne course, il a fait une bonne étape aujourd'hui, hein, parce qu'il fait quand même 19 bornes en solo. Il attaque dans le col d'Aise. La descente derrière n'était pas à son avantage, donc c'était pas forcément facile pour lui. Derrière, il avait quand même deux machines à rouler qui le poursuivaient. L'étape ça a quand même bien cadenassé à partir de 50 bornes de l'arrivée, où on a eu vraiment un gros coup de vis d'Ineos notamment, qui au final ne s'est pas concrétisé au niveau des résultats, mais ça a été vraiment une belle course pour Simon Yates. Au final, il finit qu'à moins de 30 secondes de Roglic. Et puis, j'ai bien aimé, moi aussi, voilà, il a dit hier, voilà, je suis tombé sur plus fort que moi. Moi, j'allaitais comme un petit chien, et Roglic, voilà, était très à l'aise dans la montée, il était même pas à fond. Mais quand même, Simon Yates, c'est un coureur sur lequel il va falloir compter. Je sais pas quel est son programme à Simon dans les semaines à venir. C'est le Giro.
Ça va être intéressant, Simon Yates, pour le Giro. Hein, Tour de Catalogne également fin mars, Giro derrière. Ouais, c'est un coureur. Sur le Giro, il faudra compter sur lui. Il aime les routes italiennes, en plus, Simon Yates. Et puis, il y aura un peu moins d'adversité sur le Giro, peut-être que sur le Tour de France et la Vuelta. Parce que sur le Tour de France et la Vuelta, ça va être chaud. Sur le Giro, je rappelle qu'il y aura ni Pogacar ni Roglic. Donc, ça sera peut-être, je dirais pas plus facile, mais vous n'aurez pas les deux ogres slovènes. Du côté de Yates, voilà, très, très bonne semaine, très intéressante. Je pense qu'il a pris de la confiance également sur cette semaine. Donc c'est vraiment bien pour lui, pour le coureur britannique. Je continue avec Primoz Roglic, qui est le deuxième top, il n'y a que deux tops. Primoz Roglic, enfin vainqueur en France. Hein, ça c'était vainqueur de course par étape en France. On sent qu'aujourd'hui c'était pas simple pour Roglic. Hein. On sent que la journée était pas si évidente que ça. On l'a vu même à l'arrivée. C'est pas de la joie. Hein. Véritablement, c'est un vrai soulagement pour Roglic. On lui a tout mis aujourd'hui, c'est-à-dire la pluie, un parcours très tortueux avec des sections en ville qui n'étaient pas hyper bien signalées. Hein. C'est vrai que je sais pas comment on appelle ça, les petits poteaux en plastoc là au milieu des trajectoires, ça aurait pu être un petit peu signalé. Et puis voilà, je l'avais dit, hein, cette descente du Col d'Èze, elle est pas évidente parce que vraiment en ville, tout le passage avec la Turbie, c'est comme c'est la même route, c'était aussi très difficile. Et en plus, cette montée inédite du Col d'Èze, parce que j'avais pas vu que c'était pas la même montée que d'habitude, il y avait un passage un peu plus pentu que d'habitude sur le Col d'Èze. C'était pas fait forcément pour l'avantager. Et puis une équipe qui était faiblarde, et puis au final il s'impose, sans avoir été énormément menacé, même par Yates, hein, parce que bon, il y a quand même toujours une marge de sécurité sur Simon Yates. Quintana n'a pas vraiment été dans le coup aujourd'hui, mais fort de la part de Primoz Roglic, ça va lui donner énormément de confiance. Déjà, on va arrêter de lui dire t'as jamais gagné de course en France, qu'il ne sait pas vraiment gagner non plus, qu'il n'avait pas forcément la gagnante lui, ce qu'on pouvait lui reprocher l'année dernière. Et puis surtout du côté de Roglic, il a gagné sans avoir la meilleure équipe. Il a gagné sans avoir d'armada. Ça aussi, mentalement, quand tu gagnes sans avoir forcément énormément de coureurs à côté de toi, tu es content, tu es satisfait. Même si aujourd'hui, hein, Van Aert a fait une très belle course, mais les jours d'avant, Van Aert il n'était pas là. Et on avait vu vraiment les faiblesses autour de Roglic. Donc c'est vraiment du tout bénef pour lui. Et puis peut-être que d'avoir couru sur le tour, sur les classiques de l'Ardèche, Drôme classique, c'est quelque chose qui a été satisfaisant pour Primoz Roglic, qui a peut-être compris désormais qu'il faut éviter des longues périodes de pause avant des gros objectifs. Ce qui avait été peut-être son erreur l'année dernière. Il supporte, je pense, moins les périodes de pause que Pogacar. Il a besoin un petit peu de jours de course pour se remettre en route. Et là, ça a été très intéressant, je pense, de courir sur la classique de l'Ardèche. Parce que opérationnel d'entrée, alors il finit fatigué, hein, il finit éprouvé, mais je pense que c'est presque plus une fatigue mentale qu'une réelle fatigue physique. Il a eu beaucoup de pression aujourd'hui. Énormément de pression sur les épaules depuis 2 jours. Et il a résisté à la pression. Là aussi, ça va être important pour ses équipiers notamment. Et puis, il faut saluer aujourd'hui le travail de Wout van Aert qui a quand même fait un travail exemplaire pour son leader, qui s'est vraiment sacrifié pour son leader et qui finit quand même l'étape à la deuxième place à 9 secondes de Simon Yates. Van Aert, il est quand même impressionnant. C'est souvent une question qu'on me pose de savoir entre tous les cyclo-crossman, entre donc Van Aert, Van der Poel, Pidcock, lequel je trouve le plus impressionnant aujourd'hui. Souvent je réponds Van Aert, je réponds Pidcock, parce que Pidcock, alors ça dépend des périodes. Des fois je mets Pidcock avant, mais comme la Pidcock il a un début de saison un peu délicat, voilà, je mets souvent Van Aert parce que je trouve que en haute montagne il est capable de faire des performances exceptionnelles.
Et je mets toujours Van Der Poel en dessous. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a vu les limites de Mathieu Van Der Poel. On connaît ses limites maintenant en haute montagne, on connaît ses limites dans les côtes punchy, on sait là où il peut être performant et puis là où c'est beaucoup plus compliqué pour lui, alors que Van Aert et encore plus Pidcock, les limites, on les a pas encore totalement. Van Aert, il a peut-être un peu moins de punch que Van Der Poel, mais il est meilleur sprinter et puis surtout, il est meilleur grimpeur que Van Der Poel, ça c'est à ne pas négliger, donc c'est voilà. Et puis là, il s'est quand même énormément sacrifié pour Roglic. Et bon, Roglic, je pense, il sera redevable un moment dans la saison. Redevable de Van Aert, vu le travail qu'il a effectué aujourd'hui. On passe au bonnet d'âne. On conclut cette vidéo avec les bonnets d'âne. Je commence avec Joao Almeida. Semaine en dents de scie pour Joao Almeida. Alors certes, du côté de Joao, il y a des résultats qui sont intéressants. Je pense notamment à l'étape d'hier, où voilà, les jambes répondent bien. Et il finit quand même 8e du général. Maillot blanc également, Joao Almeida. Après, du côté du maillot blanc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande adversité face à lui. Ils ne sont que 12 même au final au classement du maillot blanc, parce qu'il y a tellement d'abandon que... il n'y a pas une grosse adversité. Et aujourd'hui, il lâche encore très tôt. Il n'est pas encore en très bonne condition physique. Alors après, aujourd'hui, il faut quand même se méfier. Pour moi, ce n'était pas un parcours idéal pour lui. Almeida, c'est pas forcément le coureur qui a les meilleures qualités de puncher. C'est un grimpeur rouleur. Donc c'est-à-dire qu'il lui faut des montées longues à Almeida. C'est là où pour moi il est le meilleur parce que souvent il démarre un peu mal ses montées, mais ensuite il renquille bien et c'est pour ça que le Giro est presque idéal pour lui en termes de grand tour. Parce que ce sont souvent des longs cols et que vous avez le temps de vous mettre dans le rythme. Souvent les pieds de col en Italie sont pas si pentus que ça. Enfin voilà, vous avez des cols qui sont difficiles en Italie, mais les pieds de col... Normalement, vous avez souvent des faux plats avant vraiment le début des difficultés, donc vous avez le temps de vous mettre un peu dans le rythme, ce qui n'est pas toujours le cas en Espagne notamment, où souvent ça commence raide direct. Et du côté d'Almeida, je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui l'a mis un petit peu en difficulté, avec une semaine vraiment pas top. Décevante, Almeida, on l'attendait plus haut général, et puis il n'a pas gagné d'étape, contrairement à McNulty, on va dire ce qui compense au niveau du général, mais c'est vrai que chez UAE, ils étaient favoris, ils faisaient partie quand même des gros coureurs à suivre, Almeida et McNulty. Bon, Almeida, ça ne l'a pas fait, et autant McNulty a quand même une victoire d'étape, et puis là même aujourd'hui, il fait quand même pas une mauvaise étape McNulty, même si c'est un coureur qui aime les conditions fraîches. Je continue avec Martinez. Martinez, c'était le poissard du jour. Il crève au pire endroit, mais vraiment au pire endroit, c'est-à-dire à la sortie de la Turbie, quand on attaque la descente du Col d'Este, qui est une descente où il faut tout le temps pédaler, et il s'est retrouvé seul. Le changement de roue, il est obligé d'utiliser la voiture neutre. Le problème, c'est que comme c'est un Ineos, la voiture neutre a mis du temps parce qu'ils savent jamais quelle roue prendre. Donc c'est voilà, chez Shimano, ils savent jamais si c'est freinage à disque ou freinage à patin. Même si j'ai envie de dire que chez Pinerolo, j'ai l'impression qu'on n'utilise quasiment plus de frein, le vélo avec frein à patin. Je pense qu'ils sont vraiment, c'était un peu les derniers des Mohicans presque. Avec Colnago également chez UAE, j'ai l'impression quand même que même Pinerolo est passé totalement au frein à disque. Je suis pas sûr qu'on voit, depuis le début de saison, j'ai pas vu, me semble-t-il, de frein à patin sur un coureur d'Ineos. Mais bon, il y a toujours le doute, je pense, chez Shimano. Donc ça a mis un petit peu de temps sur l'intervention. Et puis on sait très bien qu'avec la voiture neutre, avec les freins à disque maintenant, vous en avez pour 40-45 secondes. Et puis en plus, c'était en descente. Et voilà, ensuite il se fait manger par le deuxième groupe. Mais il avait fait pas mal d'efforts déjà. Il était pas mal quand même, Martinez, même si... j'ai l'impression qu'il était un peu frigorifié sur le vélo, parce qu'à un moment, on le voit bien secouer ses mains, comme Almeida aussi, qu'on a vu dans cette situation-là. Donc peut-être que voilà, il aurait eu du mal pour tenir le rythme de Van Aert et Roglic dans le Col d'Este.
Et puis je termine avec Vlasov qui a eu une semaine catastrophique. Il abandonne lors de cette dernière étape. Vlasov qui a un peu traversé cette course comme une ombre, jamais dans le coup pour la gagne pour le général. C'est dommage parce que jamais dans le coup dans les étapes difficiles, mais en début de course, c'était pas catastrophique. Vlasov, mais après ça a été compliqué. Et lui aussi, hein, comme d'autres coureurs, on sent que le mois de février a été prolifique et là, en ce mois de mars, c'est un peu plus compliqué. Peut-être la fatigue également du mois de stage plus le mois de février un peu intense et on est un peu fatigué. Et puis, quel a été l'impact également sur le mental de Vlasov de toute la situation en Ukraine? Voilà, il est obligé maintenant de courir en étant sous bannière neutre. Plus le droit d'utiliser son maillot de champion de Russie du contre-la-montre. Forcément, voilà, ça n'a pas été l'idéal pour Vlasov, cette situation. Et je pense que mentalement, il a peut-être souffert de cette guerre en Ukraine, parce que dans son équipe, on peut peut-être avoir des relations compliquées avec certains coureurs. Il n'y a pas de coureurs ukrainiens chez Bora, mais si vous avez des coureurs qui défendent ardemment la cause ukrainienne, ça peut peut-être rendre la situation compliquée pour Vlasov. Donc voilà, ça a été une semaine difficile. Pour Vlasov, c'est peut-être absolument pas la raison, hein, il avait peut-être juste une panne de jambe, mais bon, je suis pas sûr que ça a aidé quand même. Surtout sur une étape comme aujourd'hui où ça roulait extrêmement fort. 40 km/h quand même, hein. Sur 115 km avec 2500 mètres de dénivelé positif, enfin 2436, voilà, ça a quand même bien carburé, surtout qu'à certains endroits, c'était quand même du vent de face. Donc on voit qu'on a roulé bien fort sur cette étape qui s'est terminée en moins de 3 heures. Hein, donc c'était assez impressionnant. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, Tirreno Adriatico, demain, Formule 1, dans la semaine, piste verte, dans la semaine. Donc programme de la semaine prochaine encore un petit peu chargé. Voilà, et puis en ce début de semaine prochaine, samedi Milan-San Remo, dimanche sur les Pays de Loire. Donc voilà, il y aura des belles choses à dire, je pense, sur Milan-San Remo. Il y a toujours des choses à dire sur Milan-San Remo, même si, comme je le dis souvent, tu peux te contenter des 60 derniers kilomètres. C'est absolument pas le monument à regarder en intégralité, sinon vous allez vraiment vous faire chier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!